Pour ce premier tableau de votre émission consacrée à la rétrospective de 2013, nous commençons par la politique avec les concertations nationales. Les femmes étaient sur notre plateau, elles ont donné leur point de vue. Vraiment, les Congolais doivent attendre de ces concertations nationales le progrès social, le retour de la paix et la refondation de la République démocratique du Congo. Vous savez, Feza, les concertations nationales visent notamment à dégager des voies et moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toute forme d'agression. Nous, déjà au niveau des concertations nationales, nous sommes regroupés en force vive de la nation, mais réduits à l'essentiel. Et en tant que délégués, nous sommes conscients de cette lourde responsabilité qui nous incombe, puisque nous devons, nous, à notre niveau, faire des propositions et des recommandations idoines qui doivent accélérer le développement de notre pays dans la paix et la concorde, et surtout conjurer toute tentative de balkanisation qui pèse sur la République. Je sais qu'au début de ces concertations, il y avait plus de peur que de mal, alors que jusque-là, il n'y a pas un dérapage à inscrire à l'ordre du jour. Il n'y a pas un grand dérapage. Non, c'est-à-dire que tout se passe très bien, il n'y a pas de dérapage. Il n'y a pas d'agenda caché comme le prétendaient d'autres personnes. C'est-à-dire que tout se passe très bien. Nous travaillons dans un esprit de consensus large, dans un esprit de convivialité. Et les débats, c'est fait d'une manière personnelle et impersonnelle, excusez-moi, et responsable. Je peux dire que les concertations nationales, pour moi, en fait, j'appelle bien ces concertations que ce sont des concertations quadrillées, et je pense que c'est un pari gagné pour le présidium, à qui je lance les fleurs. Vous avez tout à l'heure parlé des recommandations. Est-ce que ces recommandations ne vont pas souffrir en termes de mise en application? Aucune Comme souffrance. On l'a vu dans certaines assises qu'a organisé la République démocratique du Congo. C'est un pays d'ateliers, de forums, mais en termes de mise en application, il faut qu'on se le dise, par moments ça tarde. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens peuvent être rassurés qu'à l'issue de ces forums, il y aura une mise en application accélérée de ces recommandations? Je te rassure qu'il n'y a pas de souffrance. Puisque le président de l'Assemblée, Aubin Minakou, l'avait bien dit dernièrement à l'ouverture de la session parlementaire, que les concertations nationales, mieux ces résolutions, ne subiront pas de sort d'autres forats comme dans l'histoire de notre pays. C'est un peu ça, quoi. Puisque nous-mêmes, en tant qu'élus nationaux, nous serons appelés à transformer certaines mesures en textes de loi pour garantir leur application. Donc tout est quadrillé, donc il n'y a pas de souffrance. Voilà. Les femmes vous suivent de partout dans le monde et surtout dans l'arrière-pays, en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces femmes-là par rapport à ce forum, mais aussi par rapport à la situation générale de la République? Bon, que nous devons être soudés. La démarche est encore longue. Nous devons travailler pour aussi démontrer nos compétences, pour que tout soit mérité, hein? Voilà, pour que tout soit mérité, qu'on ne nous fasse pas trop de cadeaux, quoi. Voilà, j'ai besoin de cette synergie, et cet amour agissant, voilà. Déjà, dès le départ, quand on a vu les concertations, on a vu que les femmes étaient absentes. On a vu le présidium des concertations, c'est 2 hommes. Il était possible de faire un présidium avec 3 personnes pour inclure une femme, par exemple. On a vu le groupe de contact. Les partis politiques n'ont quasiment pas amené une femme. La majorité en a amené une, l'opposition une. Il n'y a que la société civile qui a fait un effort en amenant 3. Or, elle était la composante la moins nombreuse. Donc, vous voyez que dès le départ, dans le groupe technique, il n'y a que 2 femmes sur 15 personnes, je pense 15 ou 17 personnes. Donc, vous voyez, en dehors
de la volonté des femmes, en dehors de tout ce que les femmes font, il y a aussi une volonté politique, parce que là, ce sont des désignations. Hein, quand il s'agit de désignation ou de nomination, les femmes ne peuvent qu'apporter leur expertise, parce que là, les gens sont désignés et ce n'est pas de leur pouvoir, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est votre cheval des batailles. D'abord au CAFCO, par exemple, vous militez pour le respect de la parité, pour que la représentativité de la femme soit prise en compte dans les instances des prises de décisions. Avec tout ce qui arrive, est-ce que ça ne prédit pas que quelque part, il n'y a pas eu une bonne sensibilisation ? Je ne pense pas qu'on peut parler de sensibilisation, parce que je crois que ça devient au niveau des autorités. Quelle est l'autorité politique en RDC qui ne connaît pas la Constitution? Tout le monde connaît la Constitution. Je ne pense pas que vous pouvez arriver à ce niveau de responsabilité au niveau de l'État sans connaître la Constitution et l'article qui parle de la parité. Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas qu'on peut arriver aussi haut dans l'État sans connaître les problèmes des femmes, parce que je crois que nous sommes une des composantes qui revendiquons tous les jours. La preuve, c'est que nos revendications, par exemple, parfois aboutissent. Nous avons eu les premières femmes nommées généraux. Hein, il y a eu je crois qu'elles étaient 4 qui ont été montées en grade. 3 femmes militaires et une femme policière. Donc ça fait 4. Mais c'est la première fois. Mais c'est vraiment le combat de la femme qui a mené à ça, parce que certaines d'entre elles étaient générales depuis plus de 15 ans quand même. Hein. Coup de chapeau. Hein. Donc vous voyez que quelque part notre combat évolue, notre combat avance. Regardez dans les procureurs, quand on a nommé les procureurs généraux, les procureurs généraux. Cette fois-ci, il y a eu quand même des femmes, plusieurs femmes. Même dans la nomination des magistrats. Même dans la nomination des magistrats. Donc vous voyez que les choses évoluent, mais c'est la mentalité, c'est la mentalité. Je n'oserais même pas vous dire parfois les remarques que certains hommes politiques nous font. C'est parfois à pleurer. Vous vous dites, mais comment quelqu'un à tel niveau de responsabilité peut me dire une telle chose? Vous comprenez? Donc, vous savez, en plus des études, des voyages, de leur formation, de leur culture, il reste des Africains. Bientôt, nous y croyons, nous allons passer aux échéances électorales par rapport à la poursuite du processus. Que pensez-vous que la femme devrait faire davantage pour avoir ce poste de gouverneur, pourquoi pas député provincial? Parce qu'on reproche aussi souvent à la femme de ne pas voter. La femme, vous l'avez dit tout à l'heure. Quel est voter, la femme vote, mais ne vote pas une autre femme. Une autre femme, oui. Et encore, c'est sujet à caution parfois. Parce que parfois, son vote lui est confisqué. Mais je dirais que il faut déjà partir des partis politiques. Qui présente les candidats? Bien sûr qu'il y a des candidats indépendants, mais en principe, ce sont les partis qui s'investissent dans des élections. Pourquoi? Parce que l'indépendant n'a pas un programme de gouvernement. Bien entendu. Il est obligé de faire un partenariat avec un parti qui a une idéologie qui lui correspond. Mais par contre, un parti, par l'essence même du parti, il y a une idéologie, il y a un objectif de direction d'un gouvernement, et donc il y a une politique, une perspective qu'on doit trouver dans les partis. Alors, donc, c'est à travers le parti qu'on prépare des élections et on présente des candidats. Alors, tant que les partis seront frileux pour mettre les femmes en lice, il y aura des problèmes, mais aussi parce que tant que les femmes ne s'imposent pas dans leur parti. Mais aujourd'hui, c'est un grand problème. Quel est le rôle que la femme joue au sein des partis politiques? Certes, il y a des avancées, mais les femmes sont là pour acclamer, elles sont là pour faire les djalelo, comme on les dit communément dans notre langage courant. Mais elles ont une arme extraordinaire qui est la loi. Et elles ne l'utilisent pas. Parce qu'elles ne sont mais pas la informées. loi, la Constitution est là, il y a un article 14, il faut l'utiliser, il faut exiger qu'on l'applique. Mais on ne peut pas se contenter simplement d'attendre que d'autres le fassent, parce que c'est une loi. Nous avons tous voté, nous sommes allés au référendum, nous avons accepté cette Constitution, personne ne l'a remise en cause. Et c'était un grand succès dans le vote de cette Constitution. Donc, tant qu'on ne l'a pas remise en cause, eh bien, c'est notre loi fondamentale. Il faut se battre pour que la loi soit respectée.
Il faut d'abord commencer à se battre dans son propre parti pour que la loi soit respectée. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus se voiler la face. Vous avez vu les concertations nationales. On a quand même parlé de cet article 14. Et on a même prôné qu'il y ait 30% de femmes, mais ça c'est une directive de l'ONU, il ne s'agit pas de notre Constitution, la Constitution dit parité. Donc je pense qu'il faut d'abord se battre pour que la loi soit respectée. Concertation nationale, vous avez évoqué la question tout à l'heure, finalement plus de peur que de mal, nous avons atterri en douceur. Ah mais moi j'ai jamais eu peur. Il y avait beaucoup d'agitation. Il y avait beaucoup d'agitation, comme toujours chez nous, dès qu'il va y avoir une rencontre, dès que les appétits politiques se réveillent en se disant peut-être qu'à la clé il y aura un remaniement, peut-être que je pourrais aussi être dans les élus qui vont pouvoir travailler dans l'exécutif. Peut-être qu'il y avait cette agitation-là. Il y avait aussi ceux qui prêtaient au président de la République un agenda caché, qui avaient peur qu'il puisse proposer des mandats ad vitam aeternam, un changement de constitution, mais nous avons un président légaliste. Alors, donc je pense que c'était un mauvais procès qu'on faisait aux concertations nationales. Ceux qui venaient de l'étranger s'imaginaient aussi que ce pays était peut-être voué aux gémonies ou que c'était un pays infréquentable, mais ils sont venus. Et ils sont venus malgré les embûches. On a quand même 90% de l'opposition qui était là. Et on a bien montré aussi l'opposition qui est accusée aujourd'hui de faire partie de la majorité. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire partie de la majorité? À l'heure actuelle, il y a une MP qui existe. Il y a un secrétariat général, il y a le chef de l'MP qui existe. C'est ça la majorité présidentielle. On parlera bientôt aussi d'une nouvelle majorité présidentielle. On confond un partenariat et une adhésion politique. Vous pouvez avoir une idéologie différentes. Tous les gens qui étaient à la concertation nationale avaient des idéologies différentes. Pourtant, ils sont arrivés par un mode consensuel à donner des recommandations. Donc, nous pouvons arriver par un mode consensuel à travailler ensemble sans que l'un phagocyte l'autre. Donc, ce n'est pas parce que nous trouvons un consensus que les gens changent d'idéologie. Dans la majorité présidentielle, vous avez des gens qui sont fédéralistes, vous avez des gens qui sont unitaristes, mais ils sont arrivés à un consensus de gouvernement. Donc, l'opposition qui est arrivée à des consensus avec la majorité, avec la société civile, avec les chefs coutumiers dans ces concertations, c'est un consensus. Donc il ne faut pas se tromper, et il ne faut pas se tromper de vocabulaire, et il ne faut pas se tromper de compréhension. Et en parlant justement de ces concertations nationales, pensez-vous qu'à l'issue de ces assises, la formation d'un gouvernement de large ouverture amènera la cohésion nationale qui en était l'un des objectifs principaux de la convocation de ces assises? Mais je crois que c'est toujours bon de faire une ouverture. On ne peut pas se replier sur soi-même. Et à partir du moment où il y a une démarche qui a été initiée par le chef de l'État et que un bon nombre d'entre nous ont répondu présent et qu'il y a un travail conséquent qui a été fait sans haine et sans récrimination, on est arrivé à quelque chose de positif qui va... C'est une base pour construire. Mais ce n'est pas la maison qui est construite, c'est la base. Et cette base-là sort d'un dialogue. Et l'ouverture, je dirais que c'est la traduction politique du dialogue. Et
Et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose si à la fin du mois le président prend des résolutions ou donne des directives qui vont dans le sens de l'ouverture. Moi je trouve que c'est une bonne chose, mais une ouverture, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire pour cela qu'il va y avoir un changement hercynien de la politique du chef de l'État. Il y a un cap qui est donné, mais il y a une ouverture parce que nous sommes un pays divers. Nous avons une diversité culturelle, nous avons une diversité politique, nous avons une diversité humaine, donc c'est important que ces diversités-là s'expriment dans la gestion de la chose publique. Nous sommes un pays qui vient de vivre plus de 20 ans de querelles, de rébellions, de guerres, de morts. Nous sommes à 5 millions, donc il faut à un moment donné raison garder et essayer de construire, parce que quel est le pays que nous allons laisser à nos enfants ? Donc moi, je suis pour l'ouverture, si c'est dans le dialogue, dans le respect de la Constitution et dans le respect des uns des autres. On va évoquer cette recommandation qui a été issue du groupe thématique gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. Elle porte notamment sur les rapatriements des corps du feu maréchal Mobutu et celui de Moïse Tshombe, qui est votre père. comment avez-vous accueilli cette nouvelle en tant que sa fille? Écoutez, j'ai été très émue d'entendre que pour la première fois dans des assises congolaises, le nom de mon père est prononcé et a droit de citer, et surtout qu'on demande quelque chose de fondamental, qu'il puisse reposer sur la terre de ses ancêtres. Donc je trouve que ça a été un moment très important pour moi-même, mais je pense que c'est pour toute ma famille, mais au-delà de la famille, je pense que c'est pour toute la RDC, et ça m'a d'autant plus touchée, et ça nous a d'autant plus touchés que pour une fois, l'initiative n'était pas familiale. Il y avait déjà eu des initiatives au niveau de la famille qui n'ont pas abouti? Pas pour le rapatriement. L'initiative au niveau de la famille, c'est pour la réhabilitation de notre père. Qu'il retrouve sa place dans l'histoire, sa dignité dans l'histoire, et qu'on reconnaisse le bien qu'il a fait pour ce pays, mais surtout aussi qu'on reconnaisse qu'il est mort pour ce pays. Donc ce n'est que justice. Je crois que c'est un premier pas pour que la justice lui soit rendue, mais il y a un chemin de justice, effectivement, parce que mon père, s'il a été le Premier ministre de ce pays démocratiquement élu, qu'il a eu à présider l'écriture d'une constitution, et qu'il est parti en étant vainqueur d'élections, qu'on a fait un coup d'État camouflé, c'était pas pour Kasavubu, c'était pour lui, puisque il allait en droite ligne de devenir le président de la République, qu'il est parti en exil et que l'État congolais a organisé son enlèvement, qui l'a amené à la mort en Algérie. Donc je crois que c'est un moment très important aujourd'hui. Donc c'est un point de départ justement pour que justice soit rendue à cet homme qui s'est sacrifié pour le pays. Et on va revenir en la personne de la fille d'Isabelle Tshombe. N'est-ce pas une lourde charge pour vous? Mais écoutez, je dis souvent que je ne sais pas comment c'est de s'appeler autrement. Depuis que je suis née, je suis la fille de mon père et de ma mère. Depuis que je suis née, je porte leur nom, parce que quand vous dites Machik, vous parlez de ma mère. Je porte le nom de mon père, et ils nous ont élevés avec le sens du devoir et justement le respect des talents qu'on vous donne, mais les respects aussi du nom qu'on vous donne. Parce que quand moi je commets une erreur, c'est tous les Tshombe qui sont taxés de mal se comporter. Mais par contre, quand je réussis quelque chose, c'est singularisé. Donc il y a une responsabilité. Et aujourd'hui, vous êtes fière de votre parcours? Je ne sais pas si je suis fière de mon parcours, mais je suis satisfaite de mon parcours.
Je suis satisfaite de mon parcours parce que, effectivement, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour accomplir les tâches qu'on m'a confiées. J'ai essayé aussi de travailler en sorte que mon père, là où il est, ma mère, là où elle est, n'ait jamais à rougir de moi. J'ai essayé de garder ce qu'ils nous ont donné, c'est-à-dire la liberté de penser, la liberté de parole, sachant que tout le monde ne peut pas s'offrir ce luxe-là et que souvent je me retrouve étant la voix des sans-voix. Donc c'est important, c'est lourd parfois parce que vous êtes mal jugé. Il y a des gens qui ont des prismes et qui estiment que bon, ben vous êtes une fille à papa, mais je dis que quand on est arrivé à la cinquantaine, on ne peut plus être une fille à papa, surtout quand on a perdu son père il y a plus de 40 ans. Donc je crois qu'il y a des schémas, des poncifs que les gens veulent garder et vous jugent. Mais c'est exactement la même chose que quand vous êtes noir dans un pays de blancs et que sous le regard des gens, vous devenez transparent. Vous n'existez pas parce que votre couleur vous annihile. Eh bien, c'est exactement la même chose. Quand vous portez un nom emblématique, il y a pour des gens, eh bien, vous n'existez plus, ou bien ils estiment que vous n'avez eu à faire comme effort que l'effort de naître, et tout le reste vous est donné en cadeau. Ce n'est pas vrai, c'est une bataille de tous les temps, c'est une bataille, une exigence qu'on doit avoir dès l'enfance, parce que dès l'enfance, vous êtes toujours une bête curieuse. Les gens vous regardent, les gens vous jugent, et les gens vous singularisent par rapport aux autres. Donc vous apprenez à vivre avec ça. Mais vous apprenez à rendre ça positif en essayant de donner le meilleur de vous-même.